Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les porte-avions, leurs appareils et leurs armements se sont transformés. Cette évolution rapide est non seulement le fruit de la guerre elle-même, mais elle est également due à un événement majeur, l'arrivée du moteur à réaction. La première étape de cette mutation a lieu à peine 8 jours après la signature de la paix. Les porte-avions s'agrandissent avec le lancement de l'USS Midway. Ce nouveau bâtiment déplace 45 000 tonnes, alors que ses prédécesseurs de la classe Essex jaugeaient 27 000 tonnes. En 1942, la construction de 6 unités de la classe Midway avait été prévue, mais seules 3 ont vu le jour. À l'origine, l'accroissement du tonnage est essentiellement dû à l'adjonction d'un pont blindé. Mais le gain en poids ralentissant le navire, il a fallu augmenter la taille des machines, et donc celle de la coque et de son blindage. Et ainsi de suite jusqu'à ce que la Navy accepte un compromis à 45 000 tonnes. Croisant à 33 nœuds, 61 km/h, le Midway est le plus puissant de son époque. Il accueille à son bord 73 chasseurs Grumman Hellcat ou Chance Vought Corsair, ainsi que 64 bombardiers en piqué Curtiss Helldiver, des avions datant tous de la guerre. Mais l'arsenal aéronautique de la Navy va lui aussi faire de grands progrès. En effet, les constructeurs travaillent à produire une nouvelle génération d'appareils. Grumman termine la mise au point du Bearcat, qui doit remplacer le Hellcat. Mais cette nouveauté est déjà obsolète. Les chasseurs à hélice appartiennent désormais au passé. Toutefois, il faudra encore plusieurs années au turboréacteur pour faire quelques progrès afin d'améliorer son efficacité et sa puissance. Il parviendra à emmener ses utilisateurs à des vitesses allant bien au-delà des limites physiques imposées par les hélices. Pendant la guerre, les commandes de nouveaux types d'avions ont afflué et plusieurs prototypes sont en cours d'essai ou en fin de montage au sortir du conflit. Ils vont exaucer les vœux des pilotes de l'aéronavale. Le Grumman F-7F Tiger Cat, par exemple, est un appareil capable d'effectuer toutes les missions de l'aviation embarquée. C'est un chasseur bimoteur fortement armé, emportant des bombes ou une torpille. Il est commandé dès 1941 et les premiers exemplaires sont livrés en avril 1944. Affectés au Marine Corps, ces avions ne seront équipés pour les opérations sur porte-avions qu'après la fin du conflit. Seuls quelques-uns opéreront de nuit. D'une certaine manière, le Tiger Cat préfigure les machines à venir. Les avions seront plus gros et plus lourds, et seront dotés d'un armement beaucoup plus puissant. Mais un autre prototype reflète encore mieux l'avenir de l'aéronaval. Appareil conçu spécialement pour l'US Navy, le Phantom FH-1, construit par McDonnell, effectue son premier vol le 26 janvier 1945. Cette version initiale du Phantom, premier chasseur à réaction de l'US Navy, décolle pour la première fois du pont du Coral Sea en juillet 1946. La rapidité de son évolution illustre un progrès considérable. Le Phantom devait à l'origine recevoir 6 petits turboréacteurs, mais avant même que la construction ne commence, ses plans ont été simplifiés pour ne compter que 2 moteurs, beaucoup plus puissants. Le rythme des progrès dans le développement des turboréacteurs oblige également les constructeurs à résoudre rapidement de nouveaux problèmes en matière de cellules. Pour la Navy, l'adaptation des nouveaux appareils aux opérations embarquées entraîne un certain nombre d'innovations dans les airs et sur mer. Les Phantoms ne sont pas déployés sur les porte-avions. Les exemplaires livrés servent au Marine Corps.
Ces tout premiers jets à entrer en service dans la Navy sont conçus d'une manière assez conventionnelle. La voilure est classique, c'est-à-dire droite, de même que les empennages. L'appareil atteint tout juste la vitesse de 800 km/h et il est rapidement dépassé par ceux de ses semblables qui frôlent le mur du son. On peut voir le FH-1 comme une machine purement expérimentale. Il n'entre en production qu'en raison de sa conception éminemment judicieuse. En tant qu'avion d'essai, il ouvre de nombreuses voies et met en évidence les problèmes qu'il va falloir résoudre pour utiliser des jets sur les porte-avions. Il est le fruit du développement exponentiel de l'aviation juste après la guerre. Les nombreuses expérimentations de ces années fastueuses vont conduire à des avancées considérables non seulement dans le domaine de la propulsion, mais aussi dans ceux des méthodes de fabrication, des matériaux, des commandes de vol et de la sécurité des équipages. Suite à ces expérimentations incessantes, les avions sont devenus plus complexes, plus puissants, plus rapides et plus sûrs. Tous les essais contribuent au progrès, qu'il s'agisse de lancer des vieux Avengers contre des digues en sac de sable ou de faire les premiers vols supersoniques. L'amélioration continue des moteurs à réaction, l'augmentation de leur puissance et de leur réponse, la diminution de leur consommation et de leur poids sont au cœur des immenses progrès de l'aviation de l'après-guerre. Les 800 kg de poussée du moteur équipant le Phantom doublent un an plus tard avec le réacteur monté sur le nouvel avion construit par McDonnell pour l'US Navy, le Banshee. Doté lui aussi de 2 moteurs, il va effectuer de nombreuses missions de combat en Corée. La rapidité du développement des turboréacteurs va de pair avec les progrès en matière d'aérodynamique. En effet, beaucoup d'aspects de la conception des formes classiques sont incompatibles avec les vitesses supersoniques. Des configurations très originales sont testées, comme le Cutlass de Chance Vought au profil étonnamment moderne. Les nouveaux avions apparaissent et disparaissent rapidement. Les pertes sont nombreuses à cause des accidents et des équipements défectueux. De plus, la Navy commande en quantité relativement modeste. Les appareils ne restent donc pas longtemps en service. Plus de 20 types de chasseurs différents sortent des ateliers et subissent des essais au cours des 10 ans qui suivent l'arrivée du Phantom en 1947. Une douzaine de ces machines entrent finalement en production, soit plus d'un avion par an. Les problèmes de mise au point des moteurs émaillent l'histoire des appareils de cette période. Par exemple, le McDonnell F3 de 1951, baptisé le démon, manque réellement de puissance. Pourtant, sa voilure en flèche et sa vitesse de 1125 km/h témoignent de l'immense pas en avant effectué au cours des 6 années précédentes. La plupart des avions de cette génération n'auront qu'une vie opérationnelle limitée, mais certains vont réussir à faire une longue carrière. Le Chance Vought F-8U Crusader va rester en première ligne sur les porte-avions pendant plus de 20 ans. La période expérimentale de l'aviation à réaction, donnant naissance à une myriade de prototypes tentant d'escalader le mur du son, sera brève. C'est l'introduction de systèmes électroniques sophistiqués et l'amélioration des formes qui focalisent l'attention. Les voilures à géométrie variable et les avions à décollage vertical sont sur les planches à dessin. Tous les avions à réaction affichent des caractéristiques qui les rendent de plus en plus difficiles à utiliser sur un porte-avions. Ils ne cessent de prendre du poids et leur vitesse s'accroît constamment. Plus grave encore, ils exigent des vitesses d'appontage et de décollage plus élevées, ce qui implique des longueurs de pont supérieures et des mesures de sécurité supplémentaires. Sur un porte-avions, un avion dérapant aussi loin aurait au moins atteint la barrière et serait probablement passé au travers pour aller s'écraser contre d'autres appareils, voire même passer par-dessus bord. L'accroissement de la vitesse des avions pose également un autre problème.
Comment un homme d'équipage peut-il sortir d'un avion en perdition à vitesse supersonique? La réponse est évidente, en s'éjectant loin de l'appareil avant l'ouverture de son parachute. Aujourd'hui, l'opération paraît banale, mais à la fin des années 40, ce n'est pas si simple. Il faut effectuer beaucoup d'essais pour résoudre les problèmes de sécurité des équipages. Déterminer quelle force le corps humain peut encaisser à l'éjection, savoir ce qui arrive au visage lorsqu'il se trouve brusquement dans un courant d'air à 1000 km/h. Quelle sera la trajectoire du siège éjectable? Peut-on éjecter 2 membres d'équipage sans qu'ils ne viennent s'écraser sur la dérive de l'avion? Comment dégager le pilote de son siège sans que celui-ci ne lui retombe dessus? Le siège éjectable ajoute un poids considérable à l'avion, ce qui démontre les effets pervers du progrès. C'est cette question de sécurité qui va changer à jamais la conception des futures générations d'avions. Cette pénalité de poids va bouleverser les règles de base de la fabrication qui devront désormais compter avec cette masse supplémentaire. Autre exemple, les vitesses supersoniques imposent de nouvelles formes aux voilures, ce qui résout le problème de l'arrachement des ailes dû à la vitesse. Et grâce à ces nouvelles formes, les vitesses d'atterrissage sont plus élevées. Les crosses d'appontage et les brins d'arrêt doivent subir des modifications, et ainsi de suite. Un progrès dans un domaine entraîne de nouveaux problèmes ailleurs, ou plutôt dans le cas de la vitesse des jets, toute une série de problèmes. En effet, les jets imposent des changements considérables à la forme et au système de bord des porte-avions. 3 améliorations majeures apparaissent au début des années 50. L'adjonction d'un pont oblique, le retour de la catapulte et l'adoption de systèmes électroniques d'aide à l'appontage qui vont remplacer le batsman pour le guidage des pilotes vers le pont. Premier grand bouleversement, le pont oblique. À la fin des années 40, l'énergie cinétique des avions à l'appontage cause de nombreux accidents. Un avion de 5 tonnes s'écrasant à 160 km/h ne peut être retenu par les barrières et finit le plus souvent sa course en entrant en collision avec d'autres appareils, causant des explosions de carburant et de munitions. Le pont oblique permet aux pilotes qui ratent les brins d'arrêt de remettre les gaz et de revenir. En plus de cet avantage déterminant, la piste inclinée dégage un précieux espace sur le pont, fort utile lors des opérations de lancement et d'appontage. Les porte-avions de la classe Midway et les 14 bâtiments de la classe Essex sont donc progressivement modifiés pour recevoir un pont incliné. D'autres transformations de structure renforcent le navire pour supporter les lourds impacts imposés par les avions à réaction à l'atterrissage. Il faut également augmenter la puissance des ascenseurs et les élargir. Un nouveau système de stockage du carburant, doté d'un réseau de protection contre les incendies, doit être installé. Mais il faut aussi trouver de la place pour stocker le kérosène, car les jets consomment beaucoup plus que les anciens avions. Autre amélioration importante, l'installation de puissantes catapultes à vapeur. Aujourd'hui, un F-14 à pleine charge nécessite environ 1600 mètres de piste pour décoller. Sur un porte-avions, cet avion de 30 tonnes est catapulté à plus de 250 km/h en moins de 100 mètres. Les gros porte-avions de la guerre, encore en service, ont subi de nombreuses transformations. À chaque passage en cale sèche, de nouveaux systèmes viennent s'ajouter. La plus grande révolution sur le pont de ces gros navires est la disparition du traditionnel batsman, dont la gestuelle indiquait au pilote l'attitude de son appareil à l'appontage. Avec la grande vitesse des jets, le batsman n'a plus le temps d'apprécier la situation et de la signaler au pilote, et encore moins de lui indiquer des corrections. Cet intermédiaire humain est supprimé au profit d'une signalisation lumineuse. Si les faisceaux qui se reflètent sur le miroir coïncident avec l'indication lumineuse de référence, le pilote sait qu'il est sur la bonne voie.
La moindre déviation et son intensité vont permettre aux pilotes de réagir en conséquence. Les miroirs sont alignés selon un angle et une hauteur correspondant au type d'avion et aux conditions ambiantes. Le pilote fait ainsi descendre son appareil avec une grande précision en suivant des points lumineux en toute sécurité. Pour une fois, la théorie et la pratique se rejoignent. On estime en effet que les ponts inclinés et les systèmes optiques d'appontage ont diminué de moitié le nombre d'accidents sur les porte-avions de l'US Navy. Les premières expérimentations d'appontage automatisé datent des années 50 et 60. Le pilotage est entièrement pris en charge depuis le navire pour récupérer l'avion sans intervention du pilote. En 1952, une nouvelle classe de porte-avions, les Forrestal, est mise en chantier. Toutes les dernières améliorations sont montées sur un nouveau type de coque. Une fois de plus, la taille des bâtiments augmente puisque le tonnage passe à 60 000 tonnes, soit 15 000 de plus que les navires de la classe Midway. La raison principale de cette croissance vient de la nécessité d'accueillir à bord des avions désormais plus gros. Mais la nécessité de ces nouveaux bâtiments est controversée. Certains prétendent que ces gros porte-avions, de même que toutes les forces classiques, sont obsolètes face à l'arrivée de la bombe atomique. Mais c'est précisément la capacité d'attaque nucléaire qui a motivé la décision de l'US Navy de la mise en chantier de cette nouvelle génération. Quoi qu'il en soit, les jets nécessitent désormais plus d'espace dans les hangars et des ponts plus longs pour l'appontage, ce qui suffit à justifier le besoin de navires plus volumineux. La guerre de Corée mettra fin au débat et le Congrès approuvera la construction de la nouvelle génération. Pour la première fois, le pont d'envol est intégré à la structure de la coque, ce qui lui confère une plus grande résistance. Pour la première fois également, sa longueur totale dépasse 300 mètres sur une largeur de 72 mètres. Pour atteindre une vitesse de 33 nœuds, 61 km/h, ces 8 chaudières à vapeur fournissent 260 000 chevaux. Tout à bord est énorme et la construction du navire est une cascade de nouveaux défis techniques. Les méthodes d'élaboration du Forrestal sont toujours en vigueur aujourd'hui. Ces nouveaux bâtiments révolutionnent la conception des porte-avions. Les ascenseurs centraux disparaissent pour laisser place à 4 ascenseurs de côté, 1 à bâbord, 3 à tribord. Le pont incliné est équipé de 2 catapultes supplémentaires, soit un total de 4. On peut ainsi lancer 8 avions par minute. La hauteur sous plafond du hangar atteint 7,50 m, permettant le déplacement d'avions beaucoup plus gros. Conçu spécialement pour accueillir des jets, le navire dispose d'une énorme capacité de stockage de kérosène. Quelques améliorations viennent des expériences acquises dans le passé, mais la plupart des changements viennent directement des besoins opérationnels des jets. Après plus de 2 années de construction, le navire est mis à l'eau le 11 décembre 1954, mais va rester à quai encore 10 mois avant d'entrer en service. Peu à peu, il prend vie. Une fois ses chaudières allumées, il fournit sa propre énergie. Les ouvriers du chantier, plombiers, techniciens de communication, charpentiers, électriciens, quittent son bord à mesure que leur travail se termine. Ils sont remplacés par des matelots spécialisés qui viennent se familiariser avec les nouveaux équipements. D'autres marins montent à bord pour recevoir une formation. Après les dernières vérifications, le navire est enfin certifié. Le 1er octobre 1955, l'USS Forrestal entre en service dans l'US Navy et commence ses essais en mer. La marine a commandé 6 de ces porte-avions. Les navires subissent des modifications considérables pendant leur fabrication. Les 4 premiers exemplaires sont similaires, mais les 2 derniers sont tellement différents qu'ils entrent dans une nouvelle classe. La construction de ces 6 unités prend plus de 10 ans, au bout desquels 2 autres porte-avions améliorés de la classe Forrestal sont mis en chantier.
Les progrès dans le domaine des missiles qui permettent de se passer des avions pour délivrer des charges nucléaires n'ont pas diminué l'importance militaire des porte-avions. Bien qu'apparentés par le passé à de simples bases mobiles pour missiles, leur valeur stratégique a été reconnue, notamment sur leur capacité en armes non nucléaires. Le département de la Défense des États-Unis a compris l'utilité de la puissance aéronavale et décidé de maintenir 15 porte-avions d'attaque en service. Les États-Unis peuvent donc déployer une énorme concentration de puissance militaire mobile si nécessaire. Ce facteur joue aujourd'hui un rôle essentiel dans les relations internationales.